C'est une ligne artificielle qui suit le 38e parallèle, tirée à la règle par un fonctionnaire américain en août 1945. La DMZ, zone démilitarisée qui sépare deux Corées surarmées, est peut-être l'endroit le plus dangereux du monde. En un demi-siècle, les formules pour décrire l'autre côté ont peu changé. Envahisseur communiste, enfer stalinien qui affame sa population, axe du mal, avec camp de travail et programme nucléaire. Aujourd'hui pourtant, côté sud, l'ambiance est plus détendue. On fête le 50e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre de Corée. Le commandement américain, fidèle allié du Sud, a invité 2500 vétérans comme pour faire revivre la menace du communisme mondial. Mais qu'en reste-t-il vraiment ? L'URSS et ses satellites ont disparu. La Chine fait des affaires et depuis quelques années, la plupart des États représentés ici ont reconnu leur ancien ennemi au nord. La plupart, sauf le Japon, la France et surtout les États-Unis, obsédés par cette guerre qui ne s'est pas terminée en victoire, juste en armistice. Nations provided forces from the United Nations to support South Korea to fight aggression, to fight the communist aggression, and to guarantee peace and liberty in a democratic form of government. Reste la DMZ, frontière artificielle, barrière idéologique, cicatrice pour les familles coréennes séparées. La DMZ qui empêche toute connaissance de ses ennemis si parfaits et si impénétrables. Longtemps, la Corée encore féodale fut le champ de bataille des grandes puissances, chinois, russes, américains, jusqu'à ce que le Japon s'empare de ce lieu clé de l'Asie en 1905. Le régime colonial nippon est féroce, jusqu'à priver les Coréens de leur langue et de leur nom, la résistance régulièrement décimée. En 1945, la péninsule est libérée, mais pour soulager les GIs, les Américains au sud ont demandé l'aide des Soviétiques au nord. Avec eux arrive Kim Il-sung, héros de la résistance anti-japonaise. Bien plus tôt qu'en Europe, la confrontation idéologique commence le long du 38e parallèle. Dès 1948, l'élite conservatrice proclame un État au sud, les communistes autour de Kim Il-sung, un autre, au nord. En 1950, avec la bénédiction de Mao et le matériel de Staline, Kim Il-sung lance ses troupes à l'assaut du sud. Il croit encore régler une guerre civile, mais la guerre froide est une affaire internationale. Sous les couleurs de l'ONU et sous commandement américain, une force multinationale débarque pour sauver le Sud, coûte que coûte, du communisme. Le conflit qui s'ensuit sera une sorte de Verdun asiatique, sans nuance et sans pitié. La péninsule coréenne est envahie 3 fois par les différentes armées, mêlant corps à corps et tapis de bonbons napalm. Lorsqu'en 1951, Pékin envoie 1 million de volontaires aider le Nord et tenir les Américains à distance de son territoire, le général MacArthur, furieux de ne pas l'emporter, est prêt à utiliser la bombe atomique. 3 ans plus tard, les lignes se sont enlisées quasiment au point de départ. Les combattants épuisés signent un cessez-le-feu, juste après la mort de Staline. La guerre de Corée a fait 3 millions de morts, dont 2 millions de civils, 900 000 Chinois et 54 000 Américains. Depuis, il n'y a plus eu de contact entre les populations du Nord et du Sud.
La DMZ demeure plus impressionnante que le rideau de fer ne l'a jamais été. Aux portes de Séoul, 700 000 Sud-Coréens et 35 000 Américains défendent toujours cette digue anticommuniste. La campagne n'est qu'une longue réserve de casemates, de murs anti-chars, de lance-missiles et d'artillerie. La guerre froide reste là. C'est une fortification militaire incroyable. La présence militaire très forte. Les forces coréennes, aussi les forces américaines. Enfin, sur place, vous sentirez justement une très forte tension. Ça, c'est la réalité. La région a plus d'importance que celle que nous croyons. Chacun voit le cœur du monde où il est. Mais c'est certainement un lieu où le cœur du monde bat très fort et ne bat pas encore de manière régulière. Il y a énormément d'artillerie et d'armes conventionnelles visant la Corée du Sud. Donc, contrairement à l'Irak, même si vous faites uniquement une frappe chirurgicale, que vous visez juste un objectif, la mauvaise partie, les gens de l'autre côté de la DMZ pourront écraser la Corée du Sud. Selon les experts, il y aurait 2 millions de morts. Le Sud vit avec cette menace. Mais régulièrement, de gigantesques manœuvres rappellent la tension, comme si, dès demain, 1,5 million de soldats nord-coréens pouvaient à nouveau déferler. En 1989, Willy Brandt s'est rendu en Corée du Sud. C'est lui qui avait lancé la politique vers l'Est, que les Coréens ont ensuite repris avec leur politique vers le Nord. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Il est allé à la DMZ. À son retour, il m'a confié qu'il n'avait jamais rien vu de tel, comme si le temps s'était figé. Il a poursuivi qu'il détestait le mur de Berlin, mais que les gens faisaient des tags pour montrer à quel point ils haïssaient ce mur. Il y avait des portes pour que les gens puissent passer, mais aussi la télé et la radio. Ici, rien de tel. La DMZ avait figé le temps et les dégâts psychologiques que l'on découvrirait des deux côtés après son démantèlement seraient pires que ceux auxquels il avait fallu faire face après la chute du mur de Berlin. De l'autre côté, le Nord, et ses 11 000 pièces d'artillerie qui visent Séoul. Sauf qu'ici, la menace est inversée. La Corée du Nord ne se voit pas comme une dictature rebelle, mais comme l'incarnation d'une nation unie depuis l'Antiquité et ne cesse de dénoncer la DMZ. 판문점은 우리 혁명의 수도 평양으로부터 168km 떨어져 있습니다. 여기서 서울까지는 직선 거리로 42km 정도 됩니다. 마라톤 선수들이면 2시간 남짓하면 달려갈 수 있는 군사분계선에서 북과 남으로 각각 2km씩 되는 곳에 경계선을 두어서 4km의 너비를 가진 비무장지대를 설정했습니다. 122개의 마을과 240여 개의 각종 도로, 3개의 철길이 허리를 달렸습니다. 해장구역 우리 군인들이 처소입니다. 미군 처소입니다. 우리 조선반도에서는 지금 언제 어느 시각에 전쟁이 터질지 모르는 그런 긴장한 정세가 지속되고 있습니다. 조선은 2차 세계대전의 전패국도 아니며 바로 해방된 나라이다. 허나 오래전부터 조선을 지배할 야욕을 품은 미제는 패망한 일제를 대신하여 남녘 땅을 강점하고 우리 조국을 둘로 갈라놓았다. 이런 목적으로부터 미국은 정전담판을 제기할 때 우리 측 영토가 아니라 원산 앞바다에 와 있던 단마르크 병원선 수트레인데 허라는 배후에서 하자고 주장을 했습니다. 우리는 우리 쪽 군사 통제적으로 넘어와서 담판할 것을 강하게 주장했습니다. Vous avez chaque quelques mois des escarmouches, des soldats qui s'entretuent. Donc l'atmosphère de guerre continue. C'est cette atmosphère de guerre qui permet peut-être au régime très autoritaire de maintenir son pouvoir sur le peuple.
한쪽으로 흐르던 전류마저 끊어져 40여 년. 그로 인하여 나라의 경제는 통일적으로 발전하지 못하고 막대한 화를 입고 있다. Lorsqu'un pays est partagé par une frontière artificielle et que de chaque côté s'exercent les plus inconciliables des propagandes, il est naïf de se demander d'où vient la guerre. C'est cette frontière qui est la guerre, écrit le cinéaste Chris Marker en 1958 en visitant la Corée du Nord. Il en fera un livre. Son ami Francis Lemarque, lui, filme ces images inédites à ce jour. 1958, c'est la guerre froide. La DMZ a à peine 5 ans. La Corée du Nord est déjà fermée, mais pas encore isolée. Assez libre, Marker et ses amis découvrent un pays surprenant, dynamique, un pays qui n'est pas sous tutelle soviétique, un pays orgueilleux et fier de sa propre vision. Pyongyang continue de se présenter fièrement, capable de vider ses rues en 10 minutes lors des exercices antinucléaires. La nuit, ces boulevards ne sont pas éclairés, les ascenseurs ne marchent que 2 fois par jour, les façades sont creuses et souvent les estomacs des habitants aussi. Le pays sait qu'il doit changer et en même temps, farouchement nationaliste, il résiste. Cette Corée d'aujourd'hui, hermétique, fait-elle vraiment plus peur que celle de 1958 ? Une fois la guerre finie en 1953, le pays s'est rétabli très rapidement, grâce à l'aide des Soviétiques, des Chinois et des Européens de l'Est, bien sûr, mais surtout grâce aux efforts des Coréens eux-mêmes. À la fin des années 50, la Corée du Nord avait probablement le plus fort taux de croissance économique au monde. C'était une vraie réussite économique, même si c'est difficile à croire aujourd'hui. Il y avait une énergie incroyable, de l'enthousiasme. Les gens reconstruisaient leur pays. À l'époque, les buildings poussent en quelques jours, constate Chris Marker. Les purges du parti pour éliminer toute rivalité au grand général Kim Il-sung, elles, ne sont pas visibles. À l'école, on fait des collectes pour les frères de Séoul. Même les Américains doutent du développement du Sud. Certains Coréens se réfugient au nord, fantasme de la Corée éternelle, qui est jusqu'au milieu des années 70 le seul pays industrialisé d'Asie avec le Japon. Le régime se construit sa doctrine, à la fois paternaliste et ultra-militarisée, le Juche. Les dirigeants nord-coréens ont intégré des traditions populaires, des danses, des chants, afin de mobiliser, d'embrigader les gens et de susciter leur enthousiasme vis-à-vis du système. Ils prenaient des rituels bouddhistes et chamaniques et les incorporaient à des événements politiques. Et cela fonctionnait très bien. Les gens se sentaient à l'aise, car cela faisait partie de leurs traditions ancestrales. C'est encore vrai aujourd'hui. Les ouvriers de Seosan dansent spontanément pendant la pause, après avoir reconstruit collectivement de vieilles locomotives japonaises. Ils impressionnent les visiteurs. Voglio ricordare che una delle cose fondamentali Kim Il-sung a toujours cherché à souligner la particularité du système nord-coréen. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un système communiste. Il ne faut pas oublier que la Corée se trouve entre l'Union soviétique et la Chine. Et par conséquent, Kim Il-sung a souvent rencontré des difficultés au sein du parti à cause de l'influence exercée par ses 2 puissants voisins. La Chine
a fini par l'emporter et Kim Il-sung a remis en place de manière très habile la doctrine du Juche, reposant sur l'autosuffisance économique, avec l'homme au centre de chaque décision. Alors c'est une philosophie spécifique à la Corée. Kim Il-sung, en effet, voulait une nation indépendante. Après plus d'un siècle de domination japonaise, il voulait rendre au peuple sa dignité. Ce serait mieux s'il n'y avait pas de tiers-monde du tout et que chaque population puisse conserver sa fierté. Mais cette idéologie nord-coréenne, même si l'on a tendance à définir le Juche comme le fait d'avoir l'attitude du maître, correspond plus en réalité à l'attitude d'avoir un maître. Le cœur du régime, c'est Kim Il-sung, grand résistant parlant russe et chinois, capable de jouer les soviétiques contre Mao, d'envoyer ses escadrilles soutenir l'Égypte pendant la guerre du Kippour, ne rêvant que d'une Corée sans les Américains. Charismatique, toujours prêt à visiter une ferme collective, il est devenu l'omniprésent père de la nation, même après sa mort. Le calendrier du Juche commence le jour de sa naissance. Les fêtes nationales sont les anniversaires du père et de son fils Kim Jong-il. Comme s'ils avaient besoin que le dirigeant leur serve de cerveau. Mais l'objectif, c'est d'embrigader les gens. C'est ça le rôle des médias. Et pour être honnête, c'est là où j'avais tort avec l'effondrement. Ça ne s'effondre pas. Il semble qu'ils aient réussi. En Corée du Nord, on ne tombe pas tout de suite sur des cyniques dès qu'on va dans un bar en dehors du programme officiel. On ne trouve pas cet autre aspect. J'ai du mal à croire que cela n'existe pas. Peut-être que les gens gardent ça en eux sans l'exprimer, car c'est trop dangereux de parler. Mais en apparence, les gens sont rayonnants de bonheur. Est-ce uniquement la répression qui fait défiler les gens? Même au pire moment, aucune révolte d'envergure n'a été signalée en Corée du Nord. Mais entre 1994 et 1998, 2 à 3 millions d'habitants sont morts de faim. Certains se sont même réfugiés en Chine. La Chine, qui depuis 20 ans, livre du riz à un pouvoir trop orgueilleux pour l'avouer. Quand la fin de la famine, appelée la marche difficile, a officiellement été déclarée en Corée du Nord en 1998, les gens se sont mis à danser, peut-on lire dans de nombreux rapports. Lors de célébrations, les gens expriment leur joie en dansant. C'est une société très émotionnelle et les encouragements de l'État vont dans ce sens. Qu'est-ce qui fait tenir le régime? Que pensent vraiment les 3 générations élevées dans l'idée que l'étranger souffre davantage qu'eux? Aujourd'hui, la Corée du Nord offre une image qui n'a pratiquement rien à voir avec la politique. Du moins, en ce qui concerne la vie sociale publique. Cela s'apparente davantage à une secte religieuse, à une communauté de croyances, ce qui, comme on le sait dans d'autres régions du monde, est parfois beaucoup plus dangereux qu'une idéologie politique. 자애로운 어버이 수령님의 토상화를 우러러 한해 농사에 천특군이 되게 해주신 그 은덕에 감사드리며 통일된 강투에서 남녘의 동포들도 행복하게 살 그날을 그리는 농민들. 위대한 수령님의 따사로운 햇발 아래 공화국 북반구의 온 농촌이 지상낙원으로 전변되고 Le fait que Kim Il-sung soit une sorte de roi pour les gens en Corée du Nord, l'existence d'une hiérarchie et d'une distinction sociale très stricte, et l'idée même du Juche, comme sorte d'idéologie dominante, rappelle assez la tradition confucianiste coréenne. Quant à la succession dynastique, qui est unique parmi tous les pays communistes, elle ressemble beaucoup à la Corée traditionnelle.
beaucoup de Coréens du Nord estiment qu'il est naturel que le fils aîné du grand leader devienne le prochain leader. 서구 한돌 시대는 오늘도 만민이 끝없이 물결쳐 오르는 만수대 언덕. Kim Il-sung a grandi dans un environnement chrétien. Sa mère était une croyante fervente et son père était très actif dans des mouvements chrétiens nationalistes. Il semble que ces événements aient eu une influence sur Kim Il-sung. Ils l'ont certainement marqué durant son enfance. Il allait à l'église, il suivait les cours du dimanche. Et surtout, cela semble même avoir pénétré l'idéologie de Kim Il-sung et son culte de la personnalité. Dès la fin du XIXe siècle, le Nord était devenu un haut lieu religieux. C'est là, autour de Pyongyang, que les missionnaires protestants venus d'Europe et d'Amérique sont venus semer idées et méthodes. Je peux dire que la Corée du Nord a deux visages, un protestant pratiquant et l'autre communiste socialiste. Ils ont accepté le socialisme-communisme et le protestantisme comme une nouvelle civilisation occidentale. On peut le voir à partir de la famille de Kim Il-sung. Kim m'a d'ailleurs raconté une anecdote au sujet de sa mère. Elle était très chrétienne, elle l'emmenait avec elle au temple pour assister à l'office, mais il finissait toujours par s'endormir. En 1989, à l'occasion de la visite de Jean-Paul II en Corée du Sud, Kim Il-sung avait invité le pape en Corée du Nord. Mais cette visite n'a pas eu lieu, car au mois de mai, la révolte de Tiananmen ébranle la Chine. Kim Il-sung manifeste alors une certaine réserve. Tiananmen, la chute du mur de Berlin, Ceausescu fusillé, comme toutes les télévisions du monde, celle de Séoul au sud, montre ces événements, la fin d'un monde. Car entre-temps, grâce aux aides de Washington, la Corée du Sud est devenue une puissance économique bientôt 25 fois plus riche que le Nord, et même une démocratie. La fin de l'URSS marque aussi la fin des aides à Pyongyang. Le Nord se retrouve un petit pays endetté, isolé, sans pétrole, sans électricité. Au début des années 90, l'ONU est tout de même autorisée à visiter un nouveau chantier. Alors que le Sud poursuit son boom économique, le Nord, lui, s'est lancé dans une toute autre production, solitaire et coûteuse, un vaste programme nucléaire. We have been very impressed with the capacity of the research workers and the engineers here who have succeeded on their own to construct nuclear reactors. You're only hardworking, but not have a rest. Les scientifiques nord-coréens ont beau répéter que le site de Yongbyon ne sert qu'à produire l'énergie qui leur manque, avec le plutonium, on peut aussi produire des bombes. Privé du parapluie soviétique, Kim Il-sung menace déjà de quitter le traité de non-prolifération nucléaire. Les chancelleries occidentales et la CIA s'affolent. À Pyongyang, les allées sont toujours propres, mais les gens ont peur. En 1991, Kim Il-sung a accepté que ses alliés russes et chinois reconnaissent le Sud. Mais il n'a rien obtenu en retour. Les États-Unis et le Japon refusent toujours de parler d'égal à égal avec le Nord. Le grand leader se sent vraiment isolé et menacé. Mon successeur à l'ambassade américaine de Corée du Sud, Jim Laney, était sur le point d'évacuer tout le personnel non indispensable, ce qui constitue l'ultime étape avant une guerre. Parmi mes amis militaires, beaucoup craignaient qu'on ne bombarde le site de Yongbyon et s'attendaient à des représailles massives de la part du Nord. Pour éviter la guerre, le secrétaire général de l'ONU se rend à Pyongyang.
privilège exceptionnel, il est le premier étranger à obtenir le droit de traverser la DMZ en venant de Séoul par la route. Il découvre un pays en pleine crise. Ce voyage était quelque chose d'extrêmement étrange parce que la route était vide. C'était une belle autostrade, mais pas une seule voiture. Et les usines qu'on pouvait voir de loin, ou les villages, tout semblait arrêté. Alors je demandais, ils m'ont dit, mais non, c'est parce que c'est fait, tout c'est le week-end. Plus tard, j'ai appris qu'elle ne fonctionnait pas. Finalement, les émissaires internationaux obtiennent du grand leader qu'il accepte de geler son programme nucléaire pour obtenir de l'aide. Il faut se mettre à la place des dirigeants, ils sont sur la défensive et ils tiennent à défendre leur idéologie ou ils tiennent même à défendre la classe politique qui domine le pays. En juin 1994, l'accord promet 2 réacteurs civils et 500 000 tonnes de fioul par an, fournis par les Américains, les Japonais et les Sud-Coréens. Mais un mois plus tard, Kim Il-sung meurt d'une crise cardiaque. Kim Jong-il, son fils, aurait préféré faire du cinéma. Mais selon la volonté de son père, il hérite de l'accord et d'un pays bloqué, profondément insécurisé. Suivent 3 années de deuil. Lorsque Kim Jong-il réapparaît, ses choix ne sont pas très clairs, hormis une chose, pour se maintenir, le dauphin décide de tout miser sur l'armée. 이들의 얼굴마다에 강의 전군 주체 사상화 방침을 빛나게 실현하여 미 공화국의 강화 발전에 적극 이바지해온 크나큰 자랑과 영광이 한껏 어려 있습니다. Moi, je vois qu'il y a une continuité. Ce qui domine le plus, c'est la politique intérieure. Je suis sur la défensive, j'ai peur d'une agression, j'ai une situation économique extrêmement difficile, donc je dois être prêt à me battre pour éviter une attaque, pour éviter une intervention. La Corée du Nord agit en suivant un paradigme parfaitement logique pour eux, même s'il ne l'est pas pour le reste du monde. C'est pourquoi les gens ont tendance à les croire bizarres ou hors de tout contrôle. Je pense qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils sont un petit pays dévasté économiquement, relativement isolé du reste du monde, et ils ont utilisé les moyens à leur disposition. Malheureusement, ils possèdent des armes de destruction massive, ce qui est un argument assez efficace pour négocier avec le reste du monde. Cette nouvelle période de négociation va durer 6 ans. North Korea's Vice Foreign Minister welcomed Secretary Albright, who later met with the country's leader Kim Jong-il in Pyongyang. Ms. Albright is the highest-ranking U.S. official ever to visit this deeply isolated communist country. À cette époque, Kim Jong-il envisage même que des troupes américaines puissent rester sur le sol d'une Corée réunifiée. Après 4 ans de famine, l'aide internationale arrive enfin pour plus d'un tiers des 23 millions d'habitants. Tout en gardant le contrôle de la distribution, la Corée du Nord devient un des principaux bénéficiaires de l'aide humanitaire américaine. On n'y meurt plus de faim. Mais les deux côtés n'osent pas encore signer une vraie paix, jusqu'au jour où Kim Jong-il assiste à la fin de l'ère Clinton. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction
while starving its citizens. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Les négociations précédentes et les condoléances de Pyongyang après le 11 septembre sont balayées. George Bush le dit, il déteste Kim Jong-il. Et désormais, l'Amérique mise sur les attaques préventives. Mais ce que le monde retient, c'est que la Corée du Nord a relancé son programme nucléaire. South Korea has no intention of attacking North Korea, nor does America. We're purely defensive, and the reason we have to be defensive is because there is a threatening position on the DMZ. The Pentagon recently ordered long-range bombers to the western Pacific island of Guam after North Korean fighter jets intercepted a U.S. reconnaissance plane in international airspace March 2nd. North Korea has called the incident an act of self-defense. A recent satellite photograph appears to show a steam plume coming from North Korea's nuclear reactor facility Hundreds of war veterans reacted by burning an effigy of North Korean leader Kim Jong-il. La Chine, principal soutien de Pyongyang, s'inquiète de la radicalisation du débat. Comme sous Clinton, il faut intervenir. À l'époque, nous sommes beaucoup intervenus à huis clos en faisant des efforts diplomatiques pour résoudre pacifiquement la première crise. Et je pense que la politique américaine, chinoise et coréenne du Sud se sont plutôt bien coordonnées. Mais cette fois, la situation est plus compliquée. Tout d'abord parce que c'est Bush et non plus Clinton qui se trouve à la Maison-Blanche. Mais surtout parce que Kim Jong-il tient beaucoup plus que son père à avoir la bombe atomique. Leur empressement à posséder l'arme nucléaire résulte de leur crainte à notre encontre, surtout depuis qu'ils ont resserré leurs liens avec le Pakistan. Ils ont vendu des missiles au Pakistan. Le docteur Khan s'est rendu plusieurs fois en Corée du Nord. Le fait que le Pakistan se sente beaucoup moins menacé par l'Inde depuis qu'il possède lui aussi l'arme nucléaire ne saurait être étranger à ce rapprochement. Restent les relations nippo-coréennes, très tendues par le premier tir d'un missile au-dessus du Japon en 1998. Comptant fermement sur l'aide japonaise pour relancer son pays, Kim Jong-il accepte un sommet en septembre 2002. Il avoue même le kidnapping de Japonais pour instruire ses espions dans les années 70. Kim Jong-il a commencé à exercer la diplomatie de confession. Le premier cas est avec nous. Cela dit qu'il a confessé avoir kidnappé les citoyens japonais. Et nous avons aussi vu le deuxième cas quand Pyongyang a confessé avoir ce programme nucléaire sur la base de l'uranium enrichi. Kim Jong-il a exercé la diplomatie par confession en pensant que tout serait pardonné. Mais dans le cas pareil, on ne pardonne pas. Si la Corée du Nord possède des armes atomiques, alors le Japon risque lui aussi de devenir une puissance nucléaire, de même que la Corée du Sud. La Chine sera alors encerclée par des puissances nucléaires. Une fois de plus, la Corée du Nord se sent seule contre tous. Ils veulent vraiment devenir une puissance nucléaire, être une des 9 puissances nucléaires au monde. Il y en a 8 à ce jour, et ils veulent montrer à leur peuple que la Corée du Nord est un pays puissant. Gangsangdaegu, comme on dit en coréen, le pays le plus fort. La Corée est une petite nation, mais grâce aux grands leaders, elle deviendra forte et respectée de tous. Bien sûr, c'est aussi une question de statut. Le secrétaire d'État Madeleine Albright et moi-même avons assisté à un étonnant spectacle lors de notre séjour à Pyongyang. 250 000 participants étaient réunis dans le stade et 100 000 personnes ont formé d'incroyables mosaïques à l'aide de carton.
parmi lesquels un missile Taepodong. Tout ça est uniquement une question de statut, d'impression et de prestige. Si nous acceptons cela, si nous ne le condamnons pas et n'agissons pas de telle sorte que tous les autres producteurs de bombes potentielles sachent que nous ne tolérons pas ce genre d'activité, que nous serions soutenir ni récompensés, alors je pense que cela dépend de nous. Cela dépend plus de nous que de la Corée du Nord, de savoir quelles conséquences et quelles significations cela aura. Il ne s'agit pas d'interrompre le dialogue. Nous dialoguons avec eux, mais nous plaçons la barre très haut avant de faire quoi que ce soit pour eux. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord qu'ils observent une foule de recommandations qu'ils ont refusé de prendre en considération jusqu'à présent. La grande question reste, Kim Jong-il sera-t-il capable de descendre du dos du tigre, comme le dit un vieux proverbe coréen? Saura-t-il gérer le changement? À Washington, un tas de gens souhaitent changer ce régime. N'importe qui, sauf Kim Jong-il. J'ignore si cela changerait les choses. Un militaire abolirait-il les goulags? Introduirait-il une économie moderne en Corée du Nord? Comme chaque soir, le mur de barbelés le long de la DMZ reste en état d'alerte. Vraie peur, vraie menace. En jouant la carte nucléaire, la Corée du Nord s'est attiré l'attention mondiale, mais sans sortir de l'impasse. Des deux côtés de la frontière, les armes sont-elles vraiment le seul problème, l'unique solution? Il existe une Corée du Nord plus rassurante. Tout près de la DMZ, le mont des Diamants, ou mont Kumgang, a toujours été un repère sacré de fées et de tigres, observait déjà Chris Marker. Même au pire de la guerre idéologique, on avait beau inculquer aux Sud-Coréens que ceux du Nord avaient des cornes de diable sur la tête, ils rêvaient encore des traditionnelles promenades et de la chasse au ginseng dans ces montagnes mythiques et inaccessibles. Depuis 1998, c'est possible. Originaire du Nord, le fondateur de l'immense groupe Hyundai a obtenu de Kim Jong-il lui-même le droit de faire visiter le mont Kumgang aux touristes sud-coréens nostalgiques. Droit chèrement acquis, 150 millions de dollars de royalties et d'investissements. Au lieu de perpétuer une guerre froide vieille de 50 ans, le principal artisan du miracle économique du Sud réussissait un petit réchauffement entre les deux systèmes ennemis. 500 000 Sud-Coréens ont déjà visité cette magnifique enclave au nord, quelques kilomètres carrés seulement, hermétiquement séparée du reste de la République populaire, à l'exception des poèmes de Kim Il-sung, frappés dans la roche. Voici Feu, notre fondateur, l'homme lion. Le Sud et le Nord sont complètement séparés l'un de l'autre. Et il va créer un pont pour relier ces deux îles. Tel a toujours été son désir. C'est sa contribution à la réunification Nord-Sud. Les 3 premières années, les touristes sud-coréens n'avaient pas le droit de communiquer avec les Nord-Coréens, même avec les serveurs au restaurant. Mais l'année dernière, les Nord-Coréens ont émis le souhait que les Sud-Coréens se rendent dans leur restaurant, ce qui montre qu'ils comprennent les efforts de Hyundai. L'histoire des relations économiques entre les deux Corées est compliquée. De grosses sociétés sud-coréennes, comme Hyundai,
ont été utilisés pour promouvoir les intérêts politiques étrangers du gouvernement de Séoul. Hyundai, par exemple, a conclu des accords commerciaux qui se sont avérés non viables avec la Corée du Nord, à la condition que le gouvernement sud-coréen subventionne ces opérations. De plus, les petites sociétés implantées en Corée du Nord sont souvent une couverture pour les services de renseignement sud-coréens. La Corée du Nord et la Corée du Sud ont noué des relations économiques, mais celles-ci servent principalement les intérêts politiques. Cette politique de la main tendue, la Sunshine Policy, connaît son apogée le 13 juin 2000. Ce jour-là, Kim Dae-jung, dissident devenu président, se rend à Pyongyang. D'un coup, il met fin à 50 ans de rhétorique anticommuniste sud-coréenne. Le public se met à rêver d'avenir, de familles retrouvées, de pays prospères, voire même de réunification. Personne ne sait encore rien des 200 millions de dollars qui auraient été versés au Nord pour que la rencontre ait lieu. 평양도 가보니까 우리 땅이었습니다. 평양에 사는 사람도 우리하고 같은 핏줄, 같은 민족이었습니다. 그들도 겉으로야 뭐라고 말하고 살아왔건 마음속으로는 남쪽 동포들에 대해서 그리움과 사랑의 정이 깊이 배어 있다는 것을 조금 말해보면 알 수 있었습니다. 그러나 너무도 당연합니다. 반만년 우리 민족의 단일 민족으로서 내려왔습니다. 봉인은 이룩한 지도 1300년이 되었습니다. 그런 민족이 타이에 의한 불과 55년의 분단 때문에 우리가 영원히 서로 외면하거나 정신적으로 남남이 된다는 건 있을 수 없다는 것은 당연한 일이고, 그러나 이번에 가서 현재 확인함으로써 나는 우리의 미래에 화해도 할 수 있고 협력도 할 수 있고 통일도 할 수 있다는 확신을 가지고 돌아왔다는 것을 여러분께 말씀드립니다. La politique de la main tendue trouve son origine dans le discours prononcé par le président Kim Dae-jung en septembre 1994, dans lequel il demande aux États-Unis de renoncer à toute forme de politique restrictive envers la Corée du Nord. Il suggère au gouvernement américain d'opter davantage pour une politique d'entraide ou une politique de la main tendue à l'instar de celle adoptée envers la Chine et l'Union soviétique. Et grâce à cette politique de la main tendue, le gouvernement américain a eu une attitude plus souple au début de la crise nucléaire de 1994. Cela signifie se mettre à table avec Kim Jong-il. Celui qu'on présentait comme le diable, qu'on ne voyait jamais, semble courtois et avoir de l'humour. Jamais le Nord n'a paru aussi normal. 남쪽에도 내가 어제 밤에 좀 늦게까지 대대기를 남쪽 MBC도 보고 서울도 그 봤는데 뭐 남쪽 국민들도 아마 다 환영해 주는 거. 특별히 또 실향이라든가 탈북자이라는 거 많이 소개해서 잘 봤습니다. 그들이 눈물 흘리면서 고향 소식이나 이번에 좀 전달될 수 있지 않는가, 그 길이 빨라지지 않겠는가 이렇게 많이 생각 좀 한다고 소개 많이 하십니다. 실제 우는 장면 그냥 나와. 외국 기자들도 수백 명 있는데 한 1000여 명 기자를 보고 기립박수하고 그랬다고. 공항에서 박수하고. 공항은 그건 원래 내가 어제도 말씀드렸지만 인사지요. 뭐 제가 무슨 큰 존재라고. 아마 지금 적들은 또 연락해 외신도. 그다음에 우리 불아파 사람들이랑 자꾸 뭐라만 하고 왜 운분 생활하나? 운분 생활하는 사람이 처음 나타났다. 난 세상에 과거에 중국도 갔댔고, 뭐 인도네시아도 갔댔고, 외국에 뭐 비공개도 많이 갔댔고 했는데, 나보고 운둔 생활을 하는데, 그래서 김 대통령이 오셔서 이제 운둔에서 해방됐다.
Il faut élargir la société civile en Corée du Nord. Et par quels moyens? Grâce à la pénétration du marché, à l'ouverture de la Corée du Nord, à des échanges plus nombreux, ainsi qu'à une plus large coopération entre la Corée du Nord et le reste du monde. C'est à cette seule condition que la Corée du Nord pourra changer. Mais si nous commençons à les assaillir au sujet des problèmes relatifs aux droits de l'homme, la Corée du Nord risque de se rétracter et de refuser toute relation avec l'étranger, quelle qu'en soit la nature. Depuis juin 2000, les réunions de familles séparées n'avancent que lentement. L'opposition sud-coréenne dénonce la Sunshine Policy, trop conciliante avec les durs de Pyongyang. Sur les marchés du Sud, pourtant, on trouve des produits du Nord. Les jeunes, ceux qui avaient oublié l'autre Corée, ont été convaincus. En 2003, ils ont fait élire un nouveau président pro-Sunshine Policy, No Moo-young. Le long de la DMZ, les prix fonciers flambent. Qu'importe le nucléaire, il y a même des jumelages avec le Nord, redevenu priorité nationale. Le président Roh Moo-young et moi-même avons une vision de paix et de prospérité. Le slogan de la campagne en matière de politique étrangère est « Politique de paix et de prospérité ». Le plan PPP. Côté sud, la station de train de Dorasan est prête. Séoul d'abord, Pyongyang ensuite, mettent les bouchées doubles pour reconnecter les voies ferrées nord-sud. Bien sûr, nous avons un plan détaillé. Nous allons relier le chemin de fer au départ du port de Pusan. Nous allons traverser la péninsule coréenne, passer la rivière Jaune, passer par la Mongolie ou la Serbie et rejoindre Amsterdam ou Paris. Les gens prendront ce train pour partir en lune de miel. Les frais de transport seront nettement réduits, donc les Japonais l'utiliseront eux aussi. La Corée du Nord prélèvera des taxes sur le transport des marchandises et deviendra ainsi plus prospère. La nature luxuriante, le mont Kumgang en Corée du Nord, auront une renommée mondiale. Ce sera magnifique. Après un demi-siècle de séparation hermétique, Nord et Sud-Coréens ont commencé à faire des trous dans les barbelés. 3 ans après le sommet de Pyongyang a lieu un premier voyage. 120 députés et industriels traversent la DMZ par un couloir spécialement déminé. Une excursion juste de l'autre côté de la zone tampon, mais lourde de symboles. Ils vont assister au lancement du premier parc industriel intercoréen, une sorte de mini-Hong Kong du Nord. L'économie nord-coréenne se porte très mal, mais elle pourrait remonter la pente grâce à l'adoption d'une nouvelle politique plus appropriée. La Corée du Nord peut en effet se prévaloir d'une large main-d'œuvre. Ce qui lui fait défaut, c'est un programme précis. Les Nord-Coréens ne savent pas comment faire pour commercialiser et distribuer leurs produits à l'étranger. Nous avons conclu des accords très importants avec la Corée du Nord dans les secteurs de la télécommunication, du réseau ferroviaire et de l'énergie. Je sais comment les faire travailler. Je peux faire quelque chose pour eux et ça peut rapporter de l'argent. Il reste difficile d'exporter des produits faits en Corée du Nord.
mais les responsables laissent une large marge de manœuvre aux frères du Sud, dont ils copieraient volontiers le miracle économique. Les échanges par bus sont devenus réguliers, il y a même des vols directs Séoul-Pyongyang. Attirés par le coût de la main-d'œuvre, 500 entreprises du Sud seraient déjà intéressées par le site tout près de la ville de Kaesong. Les managers insistent sur l'absence de conflits sociaux, sur le fait que les ouvriers sont de la même origine, qu'ils parlent la même langue. Les salaires ont été fixés à $50 par mois. Il y a 10 ans, 5 ans, la situation économique était désespérée. Beaucoup de gens mouraient de faim. Ils étaient à bout. Ils étaient prêts à faire la guerre. Aujourd'hui, les choses ont changé. Depuis la mise en place de la politique de la main tendue, depuis que l'Union européenne a soutenu la Corée du Nord et établi des relations diplomatiques avec le Nord, et grâce à l'aide humanitaire, le peuple a réussi à survivre. À quelques kilomètres, la ville des rois, Kaesong, donne peu à voir. Les récoltes ne sont pas encore suffisantes, mais les marchés privés sont de plus en plus nombreux. Depuis juillet 2002, le droit au profit a été rétabli, les subventions d'État ont été abandonnées, les prix et les salaires augmentés. Autant de changements après 5 décennies de certitudes planifiées et centralisées. $15인데 긍정해드리게 되면 또 여기 $15인데 마음에 드시면 $10 해드리겠습니다. 마음에 안 들면은 $5 해주겠습니다. Tant que de tels systèmes restent fermés, ils sont plutôt forts, et même très forts. En tout cas, vers l'intérieur. Vers l'extérieur, moins. Mais lorsqu'ils entrent dans le domaine économique d'autres nations, et donc d'autres systèmes dans leur pays, des systèmes occidentaux, puisque ceux de l'Est n'existent plus, cela peut devenir un danger pour le maintien de leur système. D'ici la fin de l'année, nous espérons ouvrir une première salle de lecture étrangère, c'est-à-dire une annexe de l'Institut Goethe à Pyongyang. Il s'agit d'une petite révolution en ce qui concerne la coopération avec Pyongyang. Les investissements et l'aide financière du Sud au Nord sont, à mon sens, le symbole d'une terrible ambition. La Corée du Sud montre directement et indirectement son intention de coloniser le Nord, et ensuite, en quelque sorte, de l'absorber, au nom de la réunification. Il y a 45 ans, les mêmes images, au même endroit. Chris Marker avait lui aussi visité Kaesong, et noté que le sourire oriental est un masque, que l'asiatique est un tigre cousu dans une peau de chat. Quelles sont les intentions réelles du Nord? Les négociations restent difficiles et sulfureuses. Le fils du fondateur de Hyundai, ici au beau milieu de la DMZ, s'est suicidé en août 2003, menacé de prison dans l'enquête sur les financements occultes du Nord. Des commerçants ou des militaires, qui l'emportera dans la nouvelle géopolitique mondiale? Sur la question de la réunification, les Chinois sont assez prolixes. Eux-mêmes affirment « Vous savez comment nous sommes. Nous aimons les États faibles à nos frontières. Une Corée divisée ne nous dérange pas, mais c'est dangereux. Nous ferons donc notre possible pour éviter tout danger de guerre sur la péninsule. Et si un jour le Nord et le Sud s'unissent, eh bien nous l'accepterons. »
Les Russes n'ont rien contre une Corée unie. Ce qu'ils veulent, c'est construire des pipelines et des voies ferrées, et se servir de la péninsule coréenne pour désenclaver les richesses de l'Extrême-Orient. Je pense que les Japonais sont les plus réticents à l'idée d'une Corée réunifiée. Souvent, j'ai entendu dire que après l'unification, si la Corée unifiée possède la bombe nucléaire, pas mal, mais quand même, on ne peut pas accepter cette situation hypothétique. Alors la tension reprend. Pyongyang ressort ses griffes, l'équilibre reste instable. À Panmunjom, le plus grand drapeau du monde continue de défier les forces américaines. Plutôt que de rencontrer le tigre, on préfère le garder en cage et s'armer jusqu'aux dents. All the blue buildings belong to the UNC, and the silver or tan buildings belong to North Korea. Those white stakes mark the military demarcation line or border in this area. Malheureusement, je crois que le moteur de cette affaire, c'est la volonté de cette clique stalinienne de rester au pouvoir et d'ensorceler le Sud d'une manière ou d'une autre. Si j'ose dire cela, c'est parce que c'est ce qu'il y a décrit sur le site Internet officiel. Ils expliquent en effet pourquoi ils ont besoin d'une force de dissuasion puissante. Ce n'est pas uniquement pour repousser une attaque, mais pour défendre toute la Corée et pour que les Américains évacuent enfin la péninsule, afin que tous les Coréens puissent vivre ensemble en paix. Nous savons ce que cela signifie, une unification, davantage selon les termes du Nord que ceux du Sud. On est en train de se diriger vers une forme plus traditionnelle de confrontation, mais néanmoins pacifique, une sorte de petite guerre froide. Mais nous savons comment en venir à bout. Cela demande de la patience. Si les choses se font correctement, il n'y aura pas de guerre. Le dimanche, les Sud-Coréens qui n'ont plus peur du Nord continuent de venir au pont de la Liberté, juste devant la DMZ. Ils accrochent des messages destinés à ceux restés de l'autre côté. Ici, selon les mots d'un historien, la guerre froide a été plus glaciale que partout ailleurs dans le monde. Il est naïf de se demander où est la guerre. C'est la frontière qui est la guerre.